D'abord, je voudrais vous remercier en cette matinale ici à la Fédération des parcs naturels régionaux de France. J'ai tout le plaisir à vous accueillir pour cette rencontre presse avec l'UICN, que je salue. On a le plaisir de mettre nos locaux à disposition pour parler d'un sujet qui nous rassemble tous. C'est important qu'on puisse savoir ce qui est ce matin. Donc moi, je fais plutôt un mot de bienvenue à cet instant. Je reprends tout à l'heure la parole pour présenter la fédération des parcs naturels régionaux et vous dire effectivement en quoi, concrètement au quotidien, nous intervenons sur les sujets liés notamment à la biodiversité dans les territoires que nous animons en France. Voilà ce que je voulais dire en introduction et je vous passe directement la parole. C'est moi qui Paul. D'accord. Je suis Valérie Larrivée, je préside de l'Association des journalistes de l'environnement et la JE avec les JNE dont Karine représente ce matin, avons organisé avec le comité français de l'UICN une série de petits déjeuners débats pour sensibiliser et informer nos consoeurs et confrères aux questions de la biodiversité en préparation du congrès de Marseille et de la COP15 qui est la plus aujourd'hui au mois d'octobre en Chine. Donc c'est la troisième réunion que nous organisons depuis le début d'année. Il nous a semblé intéressant de voir, pour essayer d'élargir un petit peu la réflexion et essayer d'intéresser d'autres catégories de journalistes que ceux qui sont sensibilisés aux questions d'environnement, de voir un petit peu quels pouvaient être les liens entre les collectivités locales, la politique locale et la protection de la biodiversité. Donc, pour en discuter aujourd'hui, nous allons prendre successivement Florence Clark, qui est la chargée du programme des politiques biodiversité au sein du comité français de l'UICN, Maud Lelièvre, la déléguée générale des Écomères, Stéphane Wojnarowski, qui est conseiller régional de cette grande région Bourgogne-Franche-Comté, qui est le président du groupe de travail collectivité locale et biodiversité du comité français de l'UICN, Michael Weber, président de la Fédération des parcs et le président du Beau Parc Vosges du Nord, et Thierry Moutet, chargé de mission biodiversité. La parole est à Florence Clark. Bonjour à tous, merci beaucoup la JE et au JNE d'organiser avec nous ces sessions sur la biodiversité et donc aujourd'hui sur le rôle des collectivités dans la préservation de la biodiversité. Et puis merci à la Fédération des parcs naturels régionaux de France de nous accueillir. Et puis je dirais tout à l'heure, vous avez eu un rôle particulier aussi dans la mobilisation des collectivités et tout le travail qu'on a pu faire avec vous. Donc les collectivités territoriales, en effet, elles ont un rôle important pour la préservation de la biodiversité parce qu'elles ont des responsabilités croissantes. Elles mènent de nombreuses actions, elles s'appuient sur un panel de compétences, d'outils et d'initiatives volontaires qui sont mises en œuvre à différentes échelles d'intervention. Les territoires, aussi bien en métropole qu'en outre-mer, sont riches de patrimoine naturel divers et variés. Ils sont administrés par différentes collectivités qui ont donc ces différentes compétences qui sont adaptées à leur niveau, à leurs échelles d'intervention. Donc on constate aussi que ces collectivités, elles sont mobilisées depuis de nombreuses années, elles sont reconnues vraiment comme des acteurs essentiels pour la biodiversité. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'échelle de la mise en œuvre des actions, c'est l'échelle locale. Et c'est ça qui est indispensable pour pouvoir inverser les tendances. Et donc elles sont au cœur de l'aménagement, de la vie des territoires, des échanges avec les acteurs des territoires et des usagers du patrimoine naturel. Donc nous, au niveau du comité français de l'UICN, on est engagé auprès des collectivités territoriales depuis 2007 à travers un groupe de travail qu'on a mis en place avec la collaboration à l'époque de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. On compte aujourd'hui environ 250 membres, ça rassemble à la fois des élus et des techniciens de l'ensemble des collectivités, que ce soit des régions, des départements, des communes, mais également les têtes de réseau, associations de collectivités comme les Écomères par exemple, et puis les membres de l'UICN et ses experts.
Donc c'est l'idée d'avoir une plateforme au niveau national qui regroupe l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces problématiques de préservation de la biodiversité et qui travaillent sur les territoires avec les collectivités territoriales. Donc nous, l'objectif et notre objectif dans le cadre de ce groupe de travail, c'est vraiment d'essayer de renforcer les actions des collectivités en matière de biodiversité. Et pour ça, on travaille au niveau collaboratif et participatif à l'élaboration d'études de référence dont on va vous en présenter quelques-unes tout à l'heure. Voilà au niveau du groupe de travail. Et on a également un accompagnement ensuite individuel au niveau d'un certain nombre de collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, on accompagne la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille sur différents outils, toujours pour renforcer leurs actions en matière de biodiversité. Donc au niveau territorial, je vous parlais des compétences tout à l'heure, elles ont vu toutes ces compétences s'étoffer au fur et à mesure des différents actes de décentralisation successifs. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs majeurs pour la préservation de la nature. Pour autant, il y en a un certain nombre qui étaient déjà engagés, évidemment, dans des démarches volontaires. Et c'est vrai que tout ça, c'est venu un peu renforcer les compétences des collectivités. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation détaillée de l'ensemble des compétences des collectivités, mais simplement vous donner quelques compétences un peu phares pour les 3 échelons de collectivités en matière de biodiversité. Alors, tout d'abord, au niveau des régions. Donc, elles ont vu vraiment leur rôle conforté en matière de biodiversité suite à un certain nombre de lois assez récentes. Donc là, je les ai connues. On pourra revenir après dans un second temps, dans le moment des échanges, si vous voulez plus de précision là-dessus. Mais l'idée à retenir simplement, c'est qu'il y a eu un certain nombre de lois, et notamment la loi biodiversité, qui ont donné aux régions un rôle de coordinateur, de planificateur entre les échelles nationales et locales. Donc ça permet aux régions d'assurer un rôle en matière de cohérence au niveau donc, des politiques nationales et territoriales, au niveau des échelons infra, mais également des compétences pour intégrer davantage la biodiversité de manière transversale dans les différentes politiques territoriales. Et donc là, simplement, l'idée c'était de citer par exemple le rôle de chef de FILA en matière de protection de la biodiversité, et puis la possibilité, donc maintenant l'obligation qu'elles ont de mettre en œuvre des stratégies régionales pour la biodiversité, ou le rôle qu'elles ont dans l'élaboration du SRADET, qui est un document de planification stratégique qui intègre aussi les enjeux de protection de la nature et de continuité écologique. Au niveau des départements, là aussi, le rôle des départements pour la protection et la valorisation de la nature, il a été réaffirmé, et notamment à travers la compétence qu'ils ont des espaces naturels sensibles. C'est à la fois une politique foncière et une politique aussi de mise en valeur et d'ouverture au public. Il y a d'autres compétences qu'ont les départements, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Enfin, au niveau des communes et des intercommunalités, qui sont, elles, vraiment au cœur de l'aménagement et de la gestion des territoires, là également, elles possèdent donc, une responsabilité de premier plan pour la préservation de la biodiversité, et notamment à travers leurs compétences en matière d'urbanisme, au niveau des SCOT, au niveau des PLU. Et donc là également, dans ces différents documents d'urbanisme, où elles peuvent intégrer, grâce aux différentes lois, et notamment à la loi biodiversité de 2016, un certain nombre d'outils qui sont maintenant à leur disposition pour pouvoir intégrer davantage la biodiversité. Voilà ce que je voulais vous dire sur les compétences des collectivités. Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans les illustrations de ce qu'on fait avec les collectivités territoriales, on a identifié en gros 10 outils qu'on met à disposition des collectivités dans le cadre de cette préservation de la biodiversité, vraiment pour les encourager à mettre en place à la fois des démarches volontaires, mais aussi des démarches qui rentrent dans le cadre de la réglementation.
Donc vous trouverez aussi en détail tous ces outils sur un site internet qu'on a mis en ligne et on vous donnera l'adresse en novembre dernier, donc il y a vraiment tout le détail. Là, l'idée, c'est simplement d'illustrer quelques exemples. Donc tout d'abord, les stratégies régionales pour la biodiversité, qui sont un des principaux outils stratégiques rendus obligatoires par la loi de 2016 maintenant, ont donc les régions pour intégrer de manière transversale la biodiversité. Et donc là, je laisserai Stéphane Wojnarowski vous en parler plus en détail, notamment pour sa région. Et donc nous, on a beaucoup travaillé sur ce sujet depuis maintenant une dizaine d'années, en particulier avec la région de Bourgogne à l'époque, qui a bien voulu se prêter à l'exercice. Et donc on a pu produire un cadre un peu général pour donner un certain nombre de lignes directrices pour que les régions puissent mettre en place ces stratégies un peu structurantes sur leur territoire. Et aujourd'hui, on travaille avec l'Office français de la biodiversité et le ministère de la Transition écologique et solidaire sur ces questions-là aussi, pour renforcer et développer ces stratégies sur les territoires. Les initiatives innovantes, c'est aussi des outils que mettent en place les collectivités. Ce sont des initiatives et des actions qui ont pour vocation à être opérationnelles, illustratives, exemplaires et reproductibles sur différentes thématiques, que ça concerne aussi bien la connaissance, la mobilisation sur les enjeux de biodiversité, la mobilisation des parties prenantes, la question des ressources financières et de leur développement et de leur accès, et la question également de l'intégration transversale de la biodiversité au sein des collectivités. Là aussi, vous retrouverez tous ces exemples dans une publication qu'on a réalisée. Alors, à titre d'illustration, il y a des exemples qui nous plaisent pas mal et qu'on aime bien mettre en avant. C'est le comité de biodiversité de la ville de Saint-Louis, donc au niveau d'une petite municipalité. Ils intègrent vraiment aussi l'avis des citoyens. L'implantation des détecteurs pour protéger la faune et les automobilistes dans le département de l'Isère. Et puis la stratégie locale et partagée de la ville de Marseille, où ils auront intégré l'ensemble des services pour mettre en place des actions sur la biodiversité. Donc là aussi, vous retrouverez toutes ces initiatives dans cette publication qui est aussi disponible sur Internet par exemple. Alors on poursuit avec ce que font les collectivités, avec un autre outil qui est celui de la coopération décentralisée, et notamment des actions de coopération décentralisées. Donc on a mené une étude en 2014, et dans cette étude on a identifié 32 projets qui sont mis en place par les collectivités. Donc là aussi l'idée n'est pas de passer en revue l'ensemble des actions, mais peut-être un élément à mettre en avant, c'est, je pense que la Fédération des parcs naturels régionaux de France vous en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que le modèle des parcs naturels régionaux est une des actions un peu emblématiques et phares qu'on a identifiées dans cette étude, comme faisant l'objet d'échanges dans le cadre de la coopération décentralisée, où ce modèle est donc appliqué et répliqué dans différentes collectivités hors du territoire national. Et c'est notamment le cas de la mise en place d'aires protégées et de la valorisation écotouristique à Madagascar. Alors, les indicateurs, ça aussi c'est un autre outil dont nous recommandons l'élaboration et l'utilisation par les collectivités territoriales. Là, c'est indispensable que les collectivités puissent suivre et évaluer régulièrement leurs actions en matière de biodiversité. Et ça constitue également un outil d'évaluation qui permet de mesurer et de rendre compte des progrès qu'elles vont réaliser en matière d'action pour la biodiversité. Et donc là, comme exemple, on a choisi de souligner ce qu'on faisait avec le département des Bouches-du-Rhône, qui sont en train de construire une stratégie départementale pour la biodiversité, et qu'on accompagne aussi dans la mise en place et l'identification d'indicateurs. On poursuit avec un outil que vous connaissez peut-être mieux, qui est la liste rouge des espèces menacées, donc qui permet de déterminer le risque de disparition de notre territoire, des espèces végétales et animales. Et en fait, cette évaluation-là, elle se réalise au niveau mondial.
Elle se réalise également au niveau d'un certain nombre de zones biogéographiques, comme l'Europe par exemple, au niveau national, et également au niveau infra, de territoire régional. Donc pour ça, on a élaboré un guide pour que les régions puissent avoir une méthodologie fiable et robuste pour pouvoir appliquer cette méthodologie à l'échelle des régions. Donc aujourd'hui, il y a 22 des anciennes régions administratives qui ont au moins une liste rouge qui a été labellisée. Et maintenant, on observe voilà, les premières réalisations de ces listes rouges à l'échelle des nouvelles régions. Et je terminerai par le concept de solution trouvée sur la nature, qui est une idée très importante et qu'on estime comme un des leviers très forts pour pouvoir à la fois répondre aux enjeux de développement économique ou développement durable et en même temps en préservant la biodiversité. Donc l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur la nature, sur des écosystèmes où on sait que plus ils sont sains et plus ils sont résilients, mieux ils vont pouvoir rendre des services à l'homme et mieux on va pouvoir préserver la biodiversité. Donc c'est une forme de cercle vertueux pour le développement durable et la préservation de la biodiversité. Et comme exemple, il y a le parc naturel régional des Alpilles, dans le sud de la France, qui a choisi de miser vraiment sur le développement de toute une mosaïque d'habitats, en restaurant un certain nombre d'activités humaines, comme le pâturage, pour pouvoir rendre des milieux qui vont être beaucoup plus résilients, notamment à la gestion du risque incendie. Et je conclurai avec le rôle des collectivités dans le cadre du Congrès mondial de l'UICN. On va dire qu'on a prévu tout un tas de possibilités et d'options différentes pour pouvoir les faire participer, parce que c'est un événement incontournable pour les collectivités, parce qu'elles vont pouvoir échanger avec les acteurs de nos pays, rencontrer des experts de l'UICN, découvrir des actions qui sont engagées alors en France mais surtout à l'étranger, bénéficier donc par cela de retours d'expérience, connaître de nouvelles initiatives et donc pouvoir aussi peut-être répliquer ces initiatives à l'échelle de leur territoire, améliorer leurs connaissances et valoriser leurs engagements. Donc c'est vraiment une occasion unique pour que les collectivités à la fois valorisent les actions qu'elles ont mises en place, mais aussi qu'elles puissent, au regard de tout ce qu'elles vont voir, initier de nouvelles actions. Alors, quelques points forts qui vont se tenir pendant le congrès. Il va y avoir un sommet sur les villes et les régions qui va se tenir le 15 juin. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de montrer le rôle important des villes et des gouvernements locaux dans le monde. Et qu'elles mettent en avant aussi les réalisations et les actions qu'elles vont mettre en place pour l'échéance 2020 et surtout au-delà de 2020. Et en mettant en avant le fait que les écosystèmes sont vraiment une opportunité et intéressant d'investir dans la nature et dans la biodiversité. Il y aura aussi un certain nombre d'événements qui intéresseront les collectivités dans la partie forum, ouverte aux congressistes du 11 au 15 juin. Au niveau du pavillon, nous aurons un stand pour le comité français du l'UICN où nous organiserons 2 sessions en particulier dédiées aux collectivités territoriales, mais il y aura aussi toute une autre série d'événements et de thématiques qui intéresseront les collectivités. Une conférence qui devrait être organisée le 16 juin par le gouvernement donc pour les collectivités territoriales. Et puis enfin, l'Assemblée des membres du 16 au 19 juin. Il y a quelques collectivités aussi qui sont membres de l'UICN. Voilà, et pour conclure, donc je vous ai mis la brochure qu'on a réalisée spécifiquement à destination des collectivités territoriales, des acteurs du territoire. On retrouvera un ensemble de ces éléments-là, mais ça se veut quand même très synthétique, donc il n'y a pas forcément tous les éléments. Mais vous pouvez retrouver en revanche sur notre site internet, donc je vous ai mis le lien sur la diapositive suivante, où on décrit vraiment l'ensemble des compétences des collectivités, tous les outils qu'on met en place.
vous pouvez regarder aussi, faire des recherches par mots-clés, regarder ce que font les collectivités et ce que font aussi un certain nombre de nos membres, comme la Fédération de patrimoine de France, comme les écomères, la Commission française pour la biodiversité, ou toutes les actions qu'elle mène avec les collectivités territoriales pour renforcer les actions pour la biodiversité. Et j'en ai terminé, merci beaucoup. Et je vous ai mis aussi, peut-être à la fin, nos contacts, donc en particulier également le contact de Valérie Moral, qui est ici présente et qui est aussi en charge l'accompagnement de certaines collectivités et qui travaille au comité français depuis de longues années, et puis Fabien Duffet qui est au bout de la table et qui travaille avec le département des Bouches-du-Rhône. Bonjour, est-ce que vous souhaitez nous présenter ce que font les écomères? Oui, alors je vais faire assez succinctement parce que je n'ai pas trop de voix ce matin. Donc, pour compléter peut-être la présentation assez complète, je pense, dont les écomères sont membres de l'UICN, participent aussi sont vice-présidentes des collectivités locales. Rapidement, l'association a 30 ans. Et parmi les programmes qu'elle porte de façon assez forte auprès de ces territoires, les politiques de préservation de la biodiversité depuis 15 ans. Pas totalement à la mode et pas forcément bien compris par les acteurs locaux et ceux qui mettaient en œuvre les politiques locales. Sur le rôle particulier des communes et des intercommunalités qui sont tous notre champ d'action, le portage politique passe par une transversalité aujourd'hui et un partenariat. C'est assez compliqué pour les maires de mener des politiques, d'abord parce que les lois ont été construites autour des régions. Or, l'éloignement administratif et la nécessaire proximité pour mener des politiques d'éducation à l'environnement passe par le côté communal. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour les maires, c'est de trouver une forme de complémentarité entre les outils d'État qui ont été prévus par la loi, qui sont portés par l'OFB, et les politiques locales qu'ils souhaitent mettre en place, ou qu'ils ont pu mettre en place. J'ai fait une typologie des types d'actions qu'on trouve aujourd'hui dans les communes, qui prennent en partie ce qu'a Florence. Donc on a depuis une dizaine d'années maintenant des atlas de la biodiversité qui ont connu des succès divers et variés parce que ils ont souvent bénéficié, ils devaient initialement bénéficier de fonds d'accompagnement public. C'est retrouvé fortement diminué, l'accompagnement public qui devait permettre aux communes les plus rurales, ou en tout cas les moins riches, de mettre en place les premières études accompagnées par des sociétés savantes, des associations locales, comme la détection des oiseaux, mais qui nécessitaient un peu un investissement pour la cartographie. Donc on a toujours aujourd'hui cette politique qui est celle qui est portée l'Office français pour la biodiversité. Et puis après, si on regarde les autres politiques, en dehors des questions d'urbanisme qu'a déjà évoqué Florence, on a tout ce qui est création d'OFS, jardin, vert, jardin public, et au-delà, transformation avec des politiques de préservation de la nature, des cimetières et des espaces publics, restauration écologique des friches, c'est un gros sujet sur lequel nous, notre association s'est engagée. Je pense que le plan d'action de base sera lancé de façon assez rapide. Il y a un plan qui concerne les friches et parmi un volet qui va être annoncé, celui de la renaturation des friches, et puis le rôle de l'arbre, qui est un sujet dont on n'entendait pas du tout parler, mais finalement on s'imagine qu'aujourd'hui la nature et le développement de la nature dans les villes, c'est pas juste dans les parcs, que ça peut être ailleurs, et qu'il faut reconsidérer ce qui est l'espace vert sur les voies, les routes, les espaces urbanisés, non pas comme des décorations du mobilier urbain, mais avec un vrai rôle de trame et de biodiversité. Ce qui est intéressant, alors on est presque un peu en amont parce que dans un mois et demi, j'aurais pu vous en dire plus, mais nous on a commencé à analyser les programmes municipaux qui sont pour beaucoup sortis d'une partie de nos adhérents, mais au-delà dans les grandes villes. Et on voit que la question de la nature, qui n'apparaissait pas du tout avant, à part peut-être de façon marginale, est quand même transversale dans beaucoup de programmes sur des choses
qu'on aurait pu considérer autrefois comme anecdotique. La place de l'animal en ville, la place de l'art, presque tous les programmes municipaux comportent cette notion d'art, remarquable, qualification, éducation à l'environnement, réaménagement des bâtiments publics, comptage, et ça c'est quand même un vrai... nous, c'est un peu ce qu'on retient de l'élection municipale, même si tout ne sera pas forcément mis en œuvre, mais c'est un vrai changement de culture. C'est de se dire que finalement, c'est pas réservé au programme écologiste, des mouvements écologistes, mais que ça devient un indicateur qui est important pour la population et qui se retrouve, en tout cas, dans de nombreuses initiatives. Alors, sur les enjeux, peut-être pour les communes et pour l'association du côté du Congrès, il y a évidemment cette journée des collectivités locales et des autorités locales, donc on espère qu'elle sera à la fois portée de façon transversale par des organisations de collectivités locales du monde entier et pas juste entre grandes villes du Nord. C'est vraiment l'enjeu politique, notamment nous on tient à ce que les organisations comme CGLU puissent être présentes parce que la question de la nature en ville n'est pas simplement celle des villes du Nord. Donc on a un vrai enjeu, ça a été plutôt bien réussi, notamment au moment de la COP 15 pour le côté coalition sur le climat. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à réussir à Marseille, avoir une coalition pour la nature des autorités locales. Et puis le deuxième enjeu, c'est la place pour ces communes ou ces collectivités locales. Une place à trouver au sein de l'UICN. Donc la France porte une notion qui est la vision directe des collectivités locales à l'UICN en tant que membre, puisqu'aujourd'hui ce sont les directions techniques qui peuvent adhérer, ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas pour nous en tant qu'association de maires totalement suffisant. Ce qu'on aimerait, c'est qu'à un moment donné, on puisse faire adhérer de façon directe les communes, les départements, les régions, pour justement avoir, comme sur le climat, une nouvelle enjeu, une nouvelle dimension plus positive. Et donc cette notion, Florence vous dirait uniquement, elle a déjà été par le passé rejetée. Je sais qu'elle n'est pas forcément partagée par l'ensemble des adhérents de l'UICN qui craignent une trop grande place des autorités locales, des régions. Et en tout cas, il faudra trouver une place dans la continuité parce qu'il faut pas avoir d'un côté les centres sociaux et de l'autre côté les territoires sur lesquels c'est mis en œuvre. Merci de nous dire. C'est vrai qu'on arrive à... L'une des nouveautés de cette campagne municipale, c'est qu'on arrive à faire avec la biodiversité autant de démagogie que sur les autres sujets politiciens, notamment à Paris où les candidats sont particulièrement bons dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions rapides sur justement cette notion d'avoir les villes ou les régions qui pensent que ça a des chances de passer cette fois-ci Est-ce que vous pourriez vous présenter? Pardon, oui, Périne Terme du Monde. C'est difficile à savoir parce que la dernière fois ça aurait pu être adopté à quelques voix près à Hawaï et c'est difficile de savoir aujourd'hui. En fait là c'est une notion qui a été les collectivités territoriales, elles sont quand même intégrées dans la gouvernance de l'UICN à travers plutôt le travail qu'on peut faire de manière informelle ou en termes d'accompagnement avec elles. Quand je dis on, c'est peut-être différents comités nations, mais c'est vrai qu'en particulier le comité français de l'UICN. Après, il faut bien voir qu'en France, il y a vraiment une particularité avec cette décentralisation, les compétences des collectivités. Le fait aussi que l'UICN a été créé en France, à Fontainebleau, en 1948, donc ça aussi, ça fait partie du contexte. C'est pas le cas dans d'autres pays où les compétences sont différentes et où peut-être aussi les relations entre les collectivités, l'État, les ONG, il est aussi différente par rapport à ce qui se passe en France. Donc ça fait effectivement plusieurs sessions, plusieurs congrès mondiaux où on essaie d'intégrer de manière plus officielle, plus large, les collectivités territoriales dans la gouvernance de l'UICN, en fait, pour qu'elles aient le droit de vote comme l'ont les gouvernements, notamment, et les agences gouvernementales. Et donc ça a quand même fait bon écho, puisque
La motion a été un peu modifiée et adoptée et finalement adoptée, mais plutôt pour qu'on travaille, qu'on aille au-delà pour trouver les meilleures modalités en 2020 pour pouvoir proposer quelque chose de plus adapté aux collectivités. Et donc là, c'est ce qui va être proposé par le Conseil de l'UICN à l'Assemblée de l'État. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris. On va proposer. Est-ce que tu peux te présenter? Laurence Fabouis, je suis journaliste pour Environnement Magazine. En juin prochain, vous allez étudier une motion qui donnerait un droit de vote aux représentants des collectivités, aux représentants directs des collectivités. Oui. Ok. Merci. Donc maintenant que le contexte est posé, on va aller directement sur le terrain avec Stéphane Bonarowski. Vous dirigez Non, je vais me présenter rapidement. Je suis conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai en charge, auprès de la vice-présidente en charge de la transition écologique, je suis délégué aux parcs naturels régionaux, qui sont 3 sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, donc 4. Et j'ai suivi aussi toute la mise en place du 11e parc national, vous en avez forcément entendu beaucoup parler, et je suis surtout les questions de biodiversité. Et donc depuis le 8 juillet dernier, je suis président de la toute nouvelle agence régionale pour la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. La première diapo va aller très vite puisque finalement Florence en a déjà parlé, c'était pour rappeler le contexte dans lequel les régions peuvent intervenir en matière de biodiversité. Très rapidement, les réserves naturelles régionales, ça date de 2002, autorité de classement, c'est pas neutre en matière de politique de biodiversité pour une région. Il y a eu la collaboration, mais ça c'est déjà l'histoire ancienne, des schémas régionaux de cohérence écologique. Nous sommes effectivement, quand je dis nous, ce sont bien sûr les régions chefs de file pour la protection de la biodiversité. Et donc, depuis la loi dite biodiversité de 2016, nous devons mettre en place des stratégies régionales de la biodiversité et nous pouvons mettre en place des agences régionales de la biodiversité. Alors, je vais vous apporter, c'est la slide suivante, voilà, quelques informations sur une stratégie régionale de la biodiversité. C'est vrai que la région les chefs de file, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on s'interroge toujours dans les régions qu'est-ce que c'est que les chefs de file là. Et ce d'autant plus que, contrairement à ce qui se passe dans les départements où il y a une taxe d'aménagement, ex-TDES qui est affectée à la biodiversité, dans les régions, il n'y a pas de ressources dédiées à la biodiversité. On doit faire avec, c'est pas forcément simple, surtout que pour beaucoup c'est du budget de fonctionnement, et c'est vrai que les budgets de fonctionnement dans les collectivités sont quand même un peu contraints. Et si je dis ça, c'est parce que c'est pas neutre, et pour le coup c'est mon modeste retour d'expérience en région depuis maintenant 7-8 ans, qui me fait dire que c'est pas toujours évident de mettre en place des politiques en faveur de la biodiversité en tenant compte des contraintes budgétaires. On a néanmoins la possibilité de mettre en place ces fameuses SRB qui sont des cadres communs d'intervention. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on veut faire pour la biodiversité dans une région. Ce qui est très important, c'est que ces SRB sont élaborés dans le cadre d'une démarche participative. Ça ne peut fonctionner que s'il y a l'implication, comme on dit, de tous les acteurs du territoire. Et on doit définir un cadre de référence partagé pour pouvoir agir au mieux pour la biodiversité dans la région. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est une histoire un peu particulière. Florence le rappelait tout à l'heure, du temps de la région de Bourgogne, entre 2010 et 2015, nous avons mis en place une stratégie régionale pour la biodiversité, alors que ce n'était pas demandé par la loi. Donc en fait, il y avait une partie du territoire régional qui était déjà dotée d'une stratégie, et l'autre partie, le territoire franc-comtois, qui ne l'avait pas encore. Donc on a reposé un diagnostic sur le territoire, en se basant évidemment pour la partie bourguignonne, ce qu'on avait déjà fait, on n'avait pas réinventé tout ça, et surtout que ça avait peu bougé depuis quelques années. Mais cette phase diagnostique est très importante puisqu'il s'agit de dresser un panorama de la biodiversité régionale. Et nous, on a choisi une approche multiple, à la fois par entité paysagère et puis par grande filière. Le deuxième document, il est en cours d'écriture, c'est le document avec les orientations stratégiques. Je vous les présenterai rapidement tout à l'heure, elles sont au nombre de 6. Il y a 19 objectifs opérationnels et très important, des fiches actions. Et ensuite,
nous voulons mettre en place un guide d'accompagnement pour l'action. Je vous le présenterai un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Alors, ça c'est juste pour respirer parce que je me suis rendu compte en regardant les diapositives de l'UICN qu'il y avait beaucoup plus de biodiversité que sur les diapositives de la région Bourgogne-Franche-Comté. Heureusement celle-là tombe à point. C'est pour vous rappeler, vous présenter un certain nombre d'espèces emblématiques de la grande région, que ce soit le grand tétra, le lynx, le sabot de Vénus en bas à droite qui est justement présent sur le territoire du parc national, et puis la critillaire, vous les avez. Et donc, on a dressé un diagnostic sur le territoire qui est finalement, j'allais dire, malheureusement pas si différent que ce que l'on peut voir à l'échelle nationale ou internationale, avec une érosion globale de la biodiversité. Et donc du coup, derrière, slide suivante s'il vous plaît, donc on a mis en place 3 séminaires durant l'été dernier, qui ont réuni beaucoup de personnes. Ça a été la vraie bonne surprise de cette mise en place de cette stratégie, c'est qu'il y a une vraie implication, comme on dit, de tous les acteurs du territoire. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé il y a quelques semaines, mi-janvier. Nous avions réuni l'ensemble des acteurs qui avaient participé à cette co-construction, comme on dit. La salle du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté était pleine, les débats ont été animés. Preuve, s'il en est, qu'aujourd'hui, quand on parle de l'SRB, on parle pas dans le vide et que ça intéresse vraiment. Et une deuxième preuve, c'est que nous avions ouvert, sans publicité aucune, pendant une quinzaine de jours, au tout début de l'été dernier, une plateforme, enfin nous avons en Bourgogne-Franche-Comté une plateforme collaborative, la présidente y tient beaucoup sur beaucoup de sujets, et donc nous avions ouvert un moment d'échange sur la stratégie régionale de la biodiversité, et en moins de 15 jours, il y a plus de 2000 bourguignons francois qui sont venus contribuer. Moi, je ne pensais pas qu'on aurait autant de contributions, et donc ça montre quand même qu'on est sur un sujet qui interpelle non seulement les gens qui en ont l'habitude, mais aussi les citoyennes et les citoyens. Alors les 6 objectifs, les 6 orientations stratégiques qui sont ressorties, vous les avez ici, là aussi, j'allais dire, pas de grande originalité, mais ça marque ce que nous devons faire collectivement en matière de biodiversité. Préservation et reconquête, bien sûr préservation et aménagement du territoire, la biodiversité comme un enjeu de développement, toute la problématique de la connaissance qui n'est pas neutre et de l'expertise, et la mise en place aussi des indicateurs pour pouvoir mesurer l'efficacité de l'action et comment faire pour entraîner l'adhésion de toutes et tous. La suivante, ces 6 orientations stratégiques se déclinent, c'est illisible, mais c'est pas grave, de toute façon on n'allait pas les prendre un par un, en 19 objectifs opérationnels, et surtout derrière, il y aura 25 fiches actions. Je dis il y aura parce que ça a été une des grandes leçons du fameux séminaire organisé il y a quelques semaines de cela dont je vous parlais il y a un instant, c'est qu'on pensait que les fiches actions seraient rédigées assez rapidement, et finalement l'ensemble des acteurs du territoire, l'ensemble des gens avec qui on a collaboré ont des choses à apporter sur ces fiches actions. Il y a vraiment une appropriation d'un outil qui pourrait paraître un peu lointain, une stratégie régionale de la biodiversité. C'est vrai que les régions sont beaucoup, il y a des stratégies sur un certain nombre de choses, il y a le SRADET dont parlait Florence tout à l'heure. Et finalement, moi, ce que je retiens de mon expérience comme ancien conseiller régional de Bourguignon et aujourd'hui de Bourgogne-Franche-Comté, c'est que déjà à l'époque en Bourgogne, ça suscitait de l'appétence, de l'intérêt, et aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, et je pense que mes collègues dans les autres régions sont sur la même chose, en tous les cas sur les régions qui se sont déjà lancées là-dessus, on a pu le partager, que ce soit dans le groupe de travail biodiversité à la région de France ou dans le groupe de travail collectivité et biodiversité de l'UICN. On sent que ces stratégies régionales de la biodiversité sont vraiment des outils importants sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour mettre en place les politiques biodiversité, qui sont déjà en place d'ailleurs pour certaines quand même, et qui vont donner vraiment un cadre commun et qui vont permettre de pouvoir mesurer derrière l'efficacité des politiques publiques, de ce qu'on met en place, et peut-être aussi, là je le dis très modestement parce que ça nous est arrivé en Bourgogne-Franche-Comté, je suis sûr que ça arrive ailleurs, de se rendre compte que parfois, dans une délégation, dans une direction, on finance des actions qui ne vont pas forcément dans le bon sens pour la biodiversité. Et parfois, quand on est conseiller régional et qu'on se fait interpeller parce qu'un collègue d'une autre délégation a pris, alors c'est rare en Bourgogne-Franche-Comté, mais bon, en particulier sur la filière forêt bois montagne avec mon collègue Sylvain Mathieu, on discute beaucoup. Par contre, sur le tourisme, parfois, on sent qu'il faut qu'on réajuste un peu. Et donc j'espère que ces stratégies régionales pour la biodiversité vont pouvoir éviter ce genre de hiatus, on va dire, et surtout de créer un élan,
une envie et un cadre pour agir sur la biodiversité. Voilà. Dernier point sur lequel je voulais revenir, ça c'est très important. C'est un document qu'il ne faut pas négliger, même s'il arrive en dernier, quand on rédige une stratégie régionale de la biodiversité, c'est le guide d'accompagnement pour l'action, pour permettre à toutes celles et tous ceux, quel que soit le niveau, quel que soit l'acteur concerné, de pouvoir s'impliquer et de pouvoir agir, et aussi susciter l'envie d'agir. Et là, c'était un point qu'on avait aussi, sur lequel on avait aussi pas mal insisté en Bourgogne. On avait mis en place un dispositif qui s'appelait Citoyens engagés pour la biodiversité. Malheureusement, calendrier électoral oblige et fusion des régions. Au moment où on commençait à mettre en place cette opération-là, les élections de décembre 2015 arrivaient, la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté arrivait aussi là-dessus, et donc la stratégie bourguignonne a dû se transformer en stratégie de biodiversité pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais on espère bien reconduire ce dispositif de citoyens engagés. Voilà. En quelques mots, ce que je peux vous dire sur les SRD. Est-ce que l'UICN, l'Écomer et de votre région vont profiter du renouvellement annoncé de beaucoup d'équipes municipales pour faire des piqûres de rappel aux nouvelles équipes, aux anciennes équipes, ou un franc vaccin en faveur de la biodiversité pour les nouvelles équipes? Je peux répondre pour nous. Du coup, nous, on a fait alors avec l'ADEME, il y a un volet sur la biodiversité. Je dis gentiment parce que vous prenez tous des notes, mais en gros, on a fait un programme pour éviter que les gens qui avaient moins d'expérience ou moins de recul s'engagent sur des choses qui n'étaient pas forcément efficientes ou avec des objectifs moins intéressants. C'était une sorte de programme type. Les gens pouvaient piocher dedans, la présenter au Salon des maires, et il y avait un volet biodiversité. L'idée était vraiment de faire monter en niveau pour avoir des délits de végétalisation de toits, des poulaillers sur les toits et autres trucs un peu cosmétiques qui peuvent plaire dans un programme mais qui ne sont pas forcément efficients. Ça, c'est le volet que nous, on a fait avant les municipales, très largement diffusé au-delà des adhérents et des gens qui étaient des maires sortants pour justement faire en sorte que les candidats puissent s'en emparer. Et en insistant sur le fait qu'il était utile de mettre dans les programmes, après dans l'application des programmes, des indicateurs. Donc, à un moment donné, sans faire absolument du label ou de la technicité à tout prix, que s'il n'y a pas d'indicateur, en fait, les politiques environnementales et biodiversitaires restent faibles. On aura toujours des maires qui sont, donc c'est plus facile d'ouvrir des crèches parce qu'il y a une demande directe de la population de voir l'aménager un parking que de faire des espaces de préservation, et c'est le sujet sur lequel l'association se bat depuis 20 ans au moins. Donc si on n'a pas d'indicateur pour expliquer à un moment donné quels sont les bienfaits directs et deux, qu'on file dans des plans pluriannuels d'investissement, des politiques les plus fragiles ou les moins visibles de façon directe, on sait que c'est pas durable. Ça c'est avant les municipales. Après les municipales, on avait fait en 2014 un guide sur faire de la biodiversité dans sa commune. Et on a prévu de ressortir un document qui est quasiment fini, qu'on enverra aux adhérents des commerces, mais beaucoup plus largement aux 2000, plus dans le milieu, dans l'intercommunalité, qui partage une partie de culture avec la LPE, qui rentre dans le dur des politiques d'action par exemple sur l'urbanisme, pour donner les grilles. La ligne de lecture, c'est 100 jours pour mettre en place une politique de biodiversité et que faire de la première année. Un peu un côté militant, mais enfin en disant que 100 jours correspondrait à un peu moins pour la période jusqu'au congrès, mais permettrait aux nouveaux élus de s'inscrire dans cette démarche, avec l'idée, lorsqu'on va leur envoyer donc, autour du 15 avril, le temps de constituer les fichiers et un jour après l'élection des maires, de les inciter à venir à Marseille en tant que nouveaux élus. Pour la région, juste en 30 secondes, la stratégie régionale de la biodiversité va être adoptée en juin 2020, juste après les élections municipales. Le guide d'accompagnement pour l'action va sortir aussi, et on espère que ça sera l'occasion d'entraîner, de susciter l'envie de nouvelles équipes pour pouvoir s'inscrire dans cette SRD et d'agir. Et j'ajoute que, ce que j'ai oublié de dire, que la SRD en Bourgogne-Franche-Comté est issue d'un partenariat
long et fructueux avec l'État sur la région et pour la partie combinée de l'UICN. Je le dis parce que c'est pas neutre, il y a des régions où c'est moins simple et quand c'est fluide avec entre l'État et la région, c'est quand même plus facile pour mettre en place ce genre de documents structurants et importants. Laurent Millet du Moniteur. J'observe dans les éléments de langage de la politique publique sur la biodiversité une dépréciation de la notion de trame verte et bleue. Vous avez prononcé une fois le mot trame à propos des arbres. J'ai guetté il y a 10 ans, ça revenait à peu près toutes les 5 minutes. Alors, la trame verte et bleue, c'est la territorialisation de la biodiversité, c'est là que s'articule le national, le régional et le communal. On commençait à bien intégrer ces notions de noyaux, de corridors, de barrières, et ils se sont noyés quelque part entre la loi NOTRe, les SRADET, est-ce qu'on n'a pas perdu un fil qui était très important pour ancrer la biodiversité dans le quotidien. C'est un peu le propos que j'ai tout à l'heure en présentant les parcs naturels régionaux, puisque la question, je pense, est la bonne porte d'entrée. Ça me donne l'occasion, en tant que président de la Fédération des parcs naturels régionaux, de présenter un moment. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience que la prise de conscience, que la question de la biodiversité sur le territoire français aujourd'hui est diversement appréciée, comprise et connue par nos concitoyens. Et qu'en quelque sorte, cette prise de conscience elle est inversement proportionnelle, à mon sens, à l'importance des collectivités. On sent d'ailleurs bien, puisqu'on parle des élections municipales, qu'actuellement, dans les villes, la part accordée effectivement dans le programme à l'environnement est importante, peut-être plus qu'elle est dans les territoires ruraux. Et je tiens à rappeler que nous, les parcs naturels régionaux, on intervient sur des territoires qui sont d'abord des territoires ruraux, d'ores et déjà fragiles, pour lesquels on essaie de montrer qu'il y a à la fois une politique de développement local qui est possible, tout en maintenant les patrimoines naturels et culturels. Alors, quand on discute avec un maire rural, vous avez des photos là dans la salle où l'on voit bien, on peut penser en tout cas que la biodiversité elle est présente. Et donc, et que ce sont justement ces lieux-là qui sont les premiers à préserver. Et la question qui se pose, et je vais nous répondre, c'est de se dire comment est-ce que l'on fait en sorte que la prise de conscience soit aussi forte pour les maires ruraux de petites communes qu'elle l'est pour des maires de villes, de moyennes, voire de grandes villes. C'est un vrai sujet. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est que dans la prise en compte de ces corridors écologiques, de cette continuité écologique qui est nécessaire pour que les espèces et les essences faunistiques et floristiques puissent se maintenir, eh bien aujourd'hui on perd un peu de vue. On veut faire des îlots de biodiversité, on a quelques politiques qui sont fortes, je pense aux parcs nationaux, nous on n'est pas les parcs nationaux, mais les parcs naturels régionaux, donc on pense que que la présence de l'homme n'est pas antinomique à la protection de la biodiversité, c'est notre cœur de métier. C'est aussi pour cette raison-là que, comme cela a été souligné tout à l'heure, à l'international, nous sommes beaucoup sollicités, parce que les parcs nationaux, ce sont plutôt des protections fortes qu'il peut y avoir sur les territoires. Je crois qu'il faut aussi que l'on puisse montrer à cette occasion, notamment à l'occasion du congrès, qu'il y a certes des politiques de protection fortes qui peuvent être mises en œuvre. C'est des parcs nationaux en France, ce que nous on appelle les parcs à l'anglo-saxonne, qui sont parfois, je pourrais dire, les parcs comme Yellowstone, qui sont des territoires fermés, où effectivement il y a toute une politique de protection du milieu, mais qu'il y a aussi une autre forme de protection qui est celle du contrat. C'est-à-dire, nous, notre slogan dans les parcs naturels régionaux, c'est « Une autre vie s'invente ici », mais je pourrais dire, le deuxième slogan, c'est de dire « Plutôt convaincre que contraindre ». C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait en sorte, à la condition, d'amener à ce que les pratiques des élus dans ces communes rurales puissent changer et qu'elles n'apparaissent pas effectivement en opposition avec leur projet politique parfois. Je donne juste une illustration que vous comprendrez vite, c'est qu'on parle aujourd'hui de non-artificialisation des sols. Le gouvernement a pris une position à ce niveau-là. On sait toutes et tous d'ores et déjà que c'est une position qui ne peut être tenue pour les agglomérations, pour les métropoles qui, de fait, continuent à s'étendre. Et que donc on va demander, une fois de plus, sur les territoires ruraux, de faire un effort qu'ils ne seront pas en capacité de faire. Donc on va dire aux communes rurales, vous ne pouvez pas faire effectivement d'extension urbaine, vous ne pouvez pas continuer à construire, mais par contre, vous devez vous compenser en quelque sorte par rapport à l'étalement de fin des villes et des métropoles. Ce n'est pas quelque chose que nous on rejette, au contraire, on veut montrer qu'il y a effectivement d'autres alternatives, notamment l'utilisation des logements vacants qui est aussi
l'occasion d'utiliser parfois des ressources locales, du droit local et que sais-je encore, enfin on pourra développer, mais c'est de montrer qu'il y a là une différence d'appréciation, une différence de compréhension entre ce qu'il peut y avoir dans les territoires ruraux, c'est l'essentiel du pays français, de la France, et dans les métropoles. Et peut-être pour rebondir sur la présentation des parcs naturels à genoux, je crois que c'est la première, oui, on va rester sur l'autre, si vous avez la main. Voilà. Donc nous sommes effectivement 54 parcs naturels régionaux en France aujourd'hui, qui existent depuis 1967. Et j'ai plaisir à dire que finalement les politiques qu'on a mis en place depuis très longtemps font écho, enfin aujourd'hui trouvent leur écho. Le mot biodiversité lui-même qui est apparu dans les années 90, pendant très longtemps il n'apparaissait dans aucune des politiques publiques. Et toutes les collectivités d'ailleurs considéraient, la plupart des collectivités considéraient d'ailleurs que les parcs naturels régionaux étaient plutôt ceux qui embêtaient, qui ne permettaient pas le développement, que vraiment à la pointe du progrès. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans toutes les politiques publiques dans le territoire français, eh bien, on se préoccupe de la biodiversité et c'est heureux, même si c'est un peu tard, à mon sens. Donc vous voyez que ce sont quasiment 4500 communes qui sont aujourd'hui concernées, toutes les régions, les exploitations agricoles, et d'ailleurs la majorité des exploitations, on a une proportion d'exploitations agricoles en bio qui sont plus importantes dans les territoires classés parcs naturels régionaux, des entreprises qui d'ailleurs ont fait tout un effort pour être reconnues parfois, c'est-à-dire qu'on a aussi une valeur, enfin une marque, une valeur parc naturel régional qui est utilisée par les entreprises. Nous sommes portés par un syndicat mixte et une charte, qui est un document en quelque sorte contractuel sur 15 ans, qui est signé par l'ensemble des collectivités, c'est-à-dire que sur le parc naturel régional, c'est d'ailleurs la seule forme d'organisation territoriale où l'ensemble des collectivités sont présentes, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État, et parfois d'autres partenaires, il peut y avoir les agences de l'eau, l'ADEME et que sais-je encore. Ce sont les seuls. Et ce sont les seuls systèmes d'organisation territoriale qui ont une durée de vie limitée, puisqu'elle est de 15 ans, certes renouvelable, mais à la base, elle est de 15 ans. Et nous sommes effectivement des laboratoires du développement durable avec des expérimentations, des innovations que l'on essaie de mener sur ces territoires grâce à une ingénierie de qualité, puisque nos agents sont, en tout cas des agents qui sont formés à avoir une approche transversale, à la fois sur les partenariats que l'on peut établir, mais aussi sur les politiques publiques que l'on peut mettre en œuvre. Alors peut-être le document suivant, donc, quelques exemples avec Thierry Mouget qui est ici présent, on va vous présenter quelques exemples. En voici un, sanctuaire de nature pour les communes volontaires. Alors c'est un projet que je connais bien puisque je suis aussi président du parc naturel régional des Vosges du Nord. Et sanctuaire de nature, c'est de dire, certes il y a ce que les scientifiques peuvent définir comme secteur à protéger. Au regard, là aussi, des essences ou des espèces. Mais il y a parfois aussi, de par l'appréciation des habitants d'un village, d'un territoire, il y a aussi des sanctuaires que les habitants s'approprient eux-mêmes, ou qu'ils considèrent être un sanctuaire de nature. Et donc là, c'est un travail que l'on mène avec les habitants pour qu'ils se saisissent eux-mêmes d'un projet collectif, en définissant un secteur sur la collectivité, leur commune, qui devient un sanctuaire de nature avec un outil pédagogique qui peut venir avec des visites qu'il peut y avoir localement. Ce type de projet, ce n'est pas le seul, je pense aussi aux ABC, l'Atlas pour la biodiversité communale, qui a été lancé dans le parc naturel régional de Lorraine dans les années 90, on va rester là-dessus, ça sera plus simple, qui a été lancé dans les années 90, les atlas de biodiversité communale, qui se développent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, ont permis là aussi qu'il y ait une espèce de prise de conscience sur les spécificités environnementales qu'il peut y avoir sur un territoire. Et ce type de projet, les atlas comme les sanctuaires de nature, ou comme jardinier pour la biodiversité, j'y reviendrai, permet parfois que la prise de conscience aboutisse à des associations locales d'environnement qui se créent, des associations du patrimoine naturel dans les communes qui tout d'un coup s'organisent pour à la fois prendre des mesures en tant qu'habitants pour protéger l'environnement, mais parfois vont un peu plus loin pour permettre un suivi de ces espèces. C'est quoi un sanctuaire de nature? Alors un sanctuaire de nature, c'est une parcelle de terrain de 20 arts, de 10 arts, mais pour lesquels les habitants ont un coup de cœur parce qu'il y a de la forêt, c'est parfois un territoire qui a une biodiversité qui est laissé plus ou moins en libre évolution et dans lequel on va se promener. C'est pas forcément là où on verra le plus de papillons, ou je sais pas, c'est pas ça, c'est vraiment de se dire, eh bien moi j'ai aussi une vision de ce que peut être l'expression
d'une forme de biodiversité dans la commune qui est la mienne. Et donc voilà, il s'organise pour le mettre en valeur, pour expliquer peut-être les essences qu'il peut y avoir et les espèces qu'il peut y avoir. Et puis voilà, c'est un outil aussi pédagogique, on fait venir les enfants pour leur expliquer ce que c'est. Ça, c'est un sanctuaire de nature. Ça passe par exemple par des interdictions? Non, pas nécessairement. Ça, c'est effectivement aux habitants de définir entre eux, de définir le niveau. Il n'y a pas, c'est pas un. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on peut mettre en place des dispositifs de l'État, comme Natura 2000, comme les parcs nationaux, comme autre chose. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est quelque chose que les organisations, enfin, que les collectivités mettent en œuvre pour protéger un territoire. Ce que nous, on pense, c'est qu'il y a aussi une forme de protection qui remonte naturellement de la part des habitants. Et parce que, franchement, vous avez bien conscience que quand les habitants se saisissent d'une problématique, quelque part, ils deviennent eux-mêmes des acteurs, ils deviennent parfois même eux-mêmes des scientifiques, ils deviennent eux-mêmes des experts. Et on pense que c'est important d'avoir une rencontre à la fois des dispositifs qui peuvent être pris par un État, par une collectivité, mais aussi par cette prise de conscience qui est faite par les habitants. C'est le cas du sanctuaire de nature. C'est le cas de Jardiner pour la biodiversité. Jardiner pour la biodiversité, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a des habitants qui ont un jardin dans lequel ils interviennent différemment, où ils préservent la biodiversité. C'est un espèce de concours. Quand il est reconnu par des scientifiques, il est ouvert à d'autres habitants qui viennent le visiter. Nous, chez nous, ça a tellement bien marché qu'on en a fait un projet transfrontalier, donc avec nos voisins du parc naturel du Pfälzerwald en Allemagne. On a aussi développé cette approche-là. Et donc, c'est de montrer que, de ce point de vue-là, eh bien, il y a cette prise de conscience et qu'elle est, en quelque sorte, c'est aussi un outil de médiation et de partage avec les habitants. Le compost prairie fleurie, qui est un autre exemple qui fonctionne bien, Thierry vous présentera tout à l'heure d'autres éléments, mais le compost prairie fleurie qui a commencé il y a maintenant une dizaine d'années, c'était quoi? Se dire, montrant que la prairie, quand elle est fleurie, elle a aussi une valeur non seulement patrimoniale, mais aussi une valeur gustative, parce que du coup, on a pu faire des recherches et on s'est aperçu que le lait qui était issu des prairies fleuries était de meilleure qualité que les autres laits, que donc il avait des potentialités supplémentaires en termes de dégustation. C'est le travail que l'on mène sur l'éclairage public. La plupart aujourd'hui des communes sont engagées dans l'extinction partielle de l'éclairage public dans les parcs naturels régionaux aujourd'hui. Nous avons un partenariat fort avec l'ANPCEN, l'Association nationale pour le ciel étoilé et nocturne, c'est ça, de Anne-Marie Ducroux, qui est engagée dans ce dispositif-là. Je prends l'exemple du parc du Gâtinais français, ici en Ile-de-France, qui est parvenu à ce que 93% des communes de ce parc-là se sont engagées sur une extinction partielle de l'éclairage public la nuit, parce qu'il y a aussi la mise en place d'une politique d'éco-conditionnalité. Je pense enfin à l'éolien. L'éolien est souvent perçu comme une source de conflit entre les développeurs éoliens et la population. Mais on peut aussi montrer des projets qui ont été menés et qui ont été plutôt bien perçus par la population. Moi, j'en ai bien mené un dans ma commune, mais quand on explique effectivement quelle est la nécessité d'aller vers des énergies renouvelables, il n'y a pas que l'éolien, il y a aussi le photovoltaïque, bien évidemment, et d'autres sources d'énergie renouvelables, et que l'on montre, et qu'en plus on fait un travail d'intégration paysagère, eh bien on peut obtenir effectivement l'adhésion de la population. Et tout cela, je crois que c'est possible que grâce à la médiation que nous mettons en œuvre dans les parcs naturels régionaux depuis toujours, parce que c'est notre cœur de métier, et qui permet qu'il y ait une forme d'adhésion de la population à des projets très ambitieux que l'on peut mener. Je passe la parole à Thierry, parce que je crois qu'il y a d'autres documents, enfin slides à vous présenter. Oui, je vais vous donner quelques exemples, mais rapidement plus pour les citer, vous voyez l'esprit des actions en question. Cette diapositive, avant de vous présenter l'exemple, c'est juste pour vous dire que sur beaucoup de milieux naturels, et j'ai pris l'exemple des mares et des haies, des objets communs qu'on peut voir partout en territoire rural, la question peut se poser, si on veut les préserver, est-ce qu'on les préserve simplement parce qu'ils abritent une biodiversité intéressante? Là, on ne voit pas forcément grand monde en termes de propriétaires ou d'exploitants pour les protéger, parce que ce seul argument est souvent intéressant pour quelques pourcentages de la population, mais pas en masse. Et par contre, si on peut réfléchir à d'autres usages de ces milieux, tout en faisant en sorte qu'ils conservent leur intérêt en termes de biodiversité, là on peut massifier des politiques de protection. On peut passer juste sur la diapo suivante, et je vous ai mis un exemple à travers les mares. Alors, j'ai pas pris l'exemple justement le plus généralisé, plutôt un exemple original entre guillemets, où vous savez tous que dans les communes,
les communes, les maires ont une obligation sur la couverture incendie de leur territoire. Ils doivent assurer la protection contre les incendies. Ce qu'on voit dans les communes rurales, souvent, c'est les citernes. Alors, on ne les voit pas tellement. Là, en haut, sur la photo à gauche, vous la voyez, mais, parce qu'elle est aérienne, mais souvent, elles sont enterrées et donc on ne les voit pas, en fait. Sauf que dans certaines communes, et c'est le cas dans le parc Café-Marais d'Opale, au lieu d'utiliser des citernes, donc du plastique, du béton, etc., un milieu stérile en termes de biodiversité, on peut aussi utiliser des mares reconnus par les pompiers, donc qui rentrent dans les schémas d'incendie et de secours, et qui du coup abritent de la biodiversité et en même temps servent quand il y a, a priori c'est peu fréquent, mais quand il y a un incendie, il faut éteindre un incendie sur un bâtiment. Non seulement c'est intéressant en termes de biodiversité, mais c'est intéressant en termes financiers, puisque le coût n'est pas le même. Il est évidemment moins cher de creuser une mare, d'utiliser un peu naturel que d'utiliser une citerne. Je peux passer sur la diapo suivante. Alors, je ne vais pas vous commenter la circulaire de 1951, c'est juste pour vous dire que le travail qu'a fait le parc, c'est de mettre d'un côté une circulaire de l'obligation pour les pompiers de ce dont ils ont besoin pour une mare, pour la reconnaître utilisable en cas d'incendie, et à droite les critères qu'on trouve dans un manuel d'écologie sur comment faire une mare pour la biodiversité. Et l'idée, c'est de croiser les deux. Et ça donne le résultat sur la diapo d'après. On peut passer encore à ça. Et donc là, vous avez en vrai, je dirais, une vraie mare incendie biodiversité. Alors on la reconnaît parce qu'elle a un petit panneau rouge qui veut dire qu'elle est reconnue par les pompiers. Et en même temps, si on ne le sait pas, on peut imaginer que c'est une mare dans le paysage et en tout cas un milieu intéressant d'un point de vue biodiversité. Exemple suivant peut-être. Alors, on a parlé, Michael Weber a parlé des atlas de la biodiversité communale. Juste peut-être pour situer que, juste pour dire que plus de la moitié des atlas, en fait, plus de la moitié des communes qui disposent d'un atlas en France sont situées dans les parcs naturels régionaux. Il y a eu un gros travail de fait par les parcs pour utiliser cet outil, qui a été inventé en fait en 1993 par le parc de Lorraine, c'est pour ça qu'il y a le logo du parc de Lorraine, et qui petit à petit après s'est diffusé, et grâce au financement depuis 2017 de l'OFB, de l'Office français pour la biodiversité, de nombreuses communes, en tout cas en territoire de parc, ont pu s'en doter. Et on a à peu près 650 communes dans 24 parcs qui ont aujourd'hui, ou qui sont en train de finaliser un atlas. Alors, sur la problématique justement de la traversée bleue, on peut peut-être compléter, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure. Alors cet exemple-là, Ouest Pays de France, c'est l'exemple un peu symbole sur la traversée bleue, parce que sa charte, la charte du parc, elle est vraiment dans une logique, l'article 1, c'est comment assurer la fonctionnalité et la connectivité des milieux. Le parc en question, il est situé entre l'Île-de-France et l'Île-de-France, et on est au cœur justement de zones à la fois où il y a des grands massifs boisés, mais aussi beaucoup d'agriculture assez intensive et puis d'urbanisation en fait. Et juste pour vous dire sur la diapo d'après, alors bon, le parc donc, a décliné dans le cadre des documents d'urbanisme, notamment dans les PLU, cette traversée bleue, et j'ai zoomé, alors on ne voit pas ici, mais on va passer sur la diapo d'après. Ce que j'ai zoomé en fait correspond au fait que dans les PLU, il y a notamment une des manières d'aborder le sujet, il y en a plein d'autres, mais qui est la question des clôtures. Et des clôtures qui, si on ne fait pas attention, peuvent se développer partout sur le territoire en question, et des clôtures qui deviennent hermétiques pour le passage, notamment de la faune. Et donc, en utilisant certains articles du code de l'urbanisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le parc préconise en fait l'utilisation. Il y a un guide, vous avez la couverture du guide, qui explique quel type de clôture doit être utilisé en fonction. Alors, c'est pas valable pour toute la commune, mais dans certains endroits de la commune qui jouent un rôle en termes de collectivité économique. Et donc là, on est directement dans la question de la traversée. Et puis voilà, juste pour finir, ce qu'on vous a présenté, évidemment pas exhaustif. Alors, juste pour vous donner des pistes, si ça vous intéresse de creuser, il y a d'une manière générale des communes qui possèdent des terrains communaux, qui sont leur propre propriété, qui ont une valeur écologique. Certains sanctuaires de nature et de logement sont des terrains communaux, mais ça peut être aussi des terrains de privés. Mais quand les communes possèdent des terrains communaux une certaine valeur écologique, là, le minimum, je dirais, qu'elles soient attendre d'elles, c'est justement qu'elles entretiennent la biodiversité du sous. Et évidemment, les parcs sont fortement en accompagnement sur ce sujet. Autre exemple, on n'a pas parlé d'une des menaces au niveau mondial qui sont les espèces exotiques envahissantes. Là, je vous ai mis juste un exemple dans le livre Azoa-Forez, où en fait, le parc il anime ce qu'on appelle un réseau de référents ambroisie. C'est une espèce exotique envahissante, mais qui en plus a
une problématique sur la santé, donc évidemment, elle intéresse d'autant plus les populations par ce biais-là. Et donc il y a tout un travail de faire avec les élus locaux, puisque ces référents Ambroisie, ce sont des élus, des agents communaux, sur cette thématique d'espèces exotiques envahissantes. Bon, on ne l'a pas évoqué non plus, mais c'est un gros sujet fort, le zéro phyto. Et donc évidemment, il y a des parcs qui ont accompagné jusqu'à ce que la loi prenne le relais, mais qui maintenant poursuivent pour aller plus loin, parce que vous savez que sur les cimetières, les terrains de football, etc., on peut encore ponctuellement utiliser un certain nombre de pesticides. Donc il y a un travail supplémentaire à faire sur ces espaces. Et puis, alors, sur l'éclairage public qu'a évoqué Michael Weber tout à l'heure, sur la pollution lumineuse, je vous ai juste mis, pour faire le lien avec le congrès, au mois de juin, que le 18 juin après-midi, au congrès, il y a donc une séance pendant 3 heures sur cette question-là, avec l'intervention des deux parcs régionaux, en l'occurrence Baronnie Provençale et Périgord-Limousin. Et puis peut-être pour finir, dans la plupart des parcs, il y a aussi une question de formation, de locataires de formation des élus. Donc, du coup, il y a des tas de choses qui existent, des journées par exemple thématiques, spécialement pour les élus, organisées dans les territoires de parc par les parcs. Donc on sent bien qu'évidemment, au-delà de l'action, la compréhension du sujet par les élus, notamment après les élections, avec le turnover supérieur des élus, c'est important. Voilà, je crois que c'est bon sur On ouvre maintenant la vraie séance de questions-réponses. Quelles sont les actions les plus efficaces et à prioriser? C'est quoi? C'est éteindre l'éclairage nocturne? J'ai compris que c'était pas végétaliser les toitures. Enfin, quelles sont les actions efficaces sans regret, qu'on peut engager via un lendemain d'élection? Moi, je sais pas s'il y a vraiment une action, enfin, prioritaire, tout dépend effectivement de la situation particulière qu'il peut y avoir. Vous évoquez l'éclairage public, mais je crois que le mouvement est parti. Je pense aussi qu'il y a une différence aujourd'hui entre la demande de la société, parce que de plus en plus de concitoyens demandent à ce que les efforts soient faits, et finalement c'est aussi ça qu'on se rend compte actuellement dans le cas des élections. C'est parfois il peut y avoir un hiatus entre ce que font les responsables qui sont en place et ce que font la population, mais c'est difficile de dire qu'il y a une mesure qu'il faut prioriser par rapport à d'autres. Tout est beaucoup plus compliqué, tout est interconnecté en permanence. On parlait des toitures végétalisées. Dans les secteurs ruraux, les toitures végétalisées n'ont pas trop de sens, à l'inverse de ce qu'il peut y avoir dans le secteur urbain. La pollution lumineuse, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il y a énormément d'espèces qui sont des espèces nocturnes et pas diurnes. Donc c'est un sujet, mais on s'aperçoit malgré tout que là, il y a une espèce de prise de conscience. D'ailleurs, la NPCN, c'est un était là, et qui va vous dire que en 5 ans, la proportion de population favorable à l'extinction partielle de l'éclairage public, la nuit, c'est totalement inversé. On est parti de 5 ans, maintenant 6 ou 7 ans, de 25% de la population qui était favorable à 75% qui était défavorable. Aujourd'hui, la proportion elle est inverse, c'est-à-dire on est passé à 60-70% de la population qui est favorable et l'inverse qui est défavorable. Parce qu'on sent bien que, en fait, la difficulté, c'est que les concitoyens, que les habitants se rendent compte, parce qu'on ne peut pas faire des politiques de ce type-là contre nos concitoyens. Je pense que la difficulté, c'est de se dire que le progrès, c'est pas nécessairement d'avoir, sur l'exemple de l'éclairage public partout, à tout instant, comme c'est en plein jour. La difficulté, c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas nécessité d'être des infrastructures routières partout sur le territoire. Vous voyez, la difficulté, c'est ça qui est important de changer de pratique. Donc il y a une question qui est une question autant d'éducation, d'explication, que vraiment de projet qu'on peut mener. Je pense qu'il n'y a effectivement pas qu'une action, c'est plus en matière de biodiversité. De toute façon, on parle de fonctionnalité des systèmes, des écosystèmes et les espèces qui vont avec. Donc, toutes les actions sont menées. Alors, il y a l'éclairage public, évidemment, ça dit vous êtes aussi sur la faune nocturne. On sait tous qu'à certains moments, on est obligé de mettre sur des territoires de la protection, que ce soit à travers les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les cœurs de parc dans les parcs nationaux. Alors c'est vrai qu'en plus, les nouveaux parcs nationaux, les deux là, qui sont créés il y a quelques dizaines d'années pour les Calanques et puis le nouveau qui vient de se créer sur le Nord Côte d'Or et le Sud Haute-Marne, c'est compliqué parce que c'est des territoires habités.
Donc mettre de la protection sur des territoires habités et que ce soit compatible avec l'activité économique, c'est très chaud. Je ne vais pas vous faire l'histoire du 11e parc national, mais ça a mis 10 ans. Donc il faut de la protection, il y a aussi, il faut agir. Alors ça nous donne l'occasion de rebondir sur votre question. Effectivement, le mot trame verte et bleue apparaît politiquement, en tous les cas, il est toujours quand même présent dans nos esprits parce que la continuité écologique, les réservoirs de biodiversité, la fonctionnalité du milieu, c'est toujours quelque chose qui est présent, en particulier dans l'écriture des Israéliens. Quand on est, comme moi, élu d'une commune, d'une métropole, c'est inscrire dans le PLUI métropolitain le fait de ne plus consommer l'espace ou d'en consommer beaucoup moins. Pas simple, un peu sur une métropole, mais on peut y arriver. Enfin, moi, je pense que c'est multifactoriel, évidemment, et qu'il faut qu'on allie tout ça en bonne intelligence, en essayant de ne pas imposer, parce que quand on impose, c'est plus compliqué. Mais il y a certains moments, si je reviens sur les parcs nationaux ou les réserves naturelles, ouais, il faut sanctuariser. J'emploie le mot à dessein, certains espaces du territoire français, parce qu'il y a des espaces à protéger, parce qu'elles sont pratiques et qu'il y a une vraie nécessité de protection maintenant. Après, je voudrais rebondir simplement sur 2 points qui ont été dit. Effectivement, sur la question des continuités écologiques, ça se voit toujours aussi au niveau international dans les objectifs qui avaient été fixés en 2010 par la Convention sur la diversité biologique. Ce sont les objectifs d'Aichi et qui vont se terminer là en 2020. Il y avait un objectif très quantitatif sur la question des aires protégées, mais aussi sur la question de pouvoir justement préserver les espaces de continuité entre ces aires protégées. Donc c'est aussi présent au niveau international. Et sur l'autre point, sur quelles sont les bonnes pratiques ou qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre au niveau des territoires, je partage tout ce qui a été dit. Pour nous, ce qui est important, c'est aussi de passer, après je dis pas qu'on a forcément les solutions là aujourd'hui, mais de passer d'actions un peu ponctuelles ou opportunistes, mais c'est par ça qu'on commence aussi, à des vraies stratégies ou à des approches un peu plus globales. Et je prendrai l'exemple suivant, qui est l'exemple du développement des énergies renouvelables, où à un moment, quand il y avait cet objectif d'émission de CO2, on s'est dit, de but en blanc, on va faire des énergies renouvelables, on ne va pas du tout penser à la biodiversité, et on a vu fleurir un peu partout des éoliennes, des centrales bois-énergie, sans forcément prendre en compte l'impact aussi que ça pouvait avoir sur la biodiversité. Et c'est cet aspect-là que je voulais mettre en avant sur une question de l'approche globale à avoir quand on développe des projets, donc également pour les énergies, aussi de prendre en compte la préservation de la biodiversité, puisqu'elle est là aussi pour nous apporter un certain nombre de services.